Donc, je suis parti sur cette idée de vous présenter, puisque ça va être le problème de toute l'année qui va se dérouler, avec en ce moment la Coupe du Monde de rugby et d'autre part les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été autour du mois d'août. Donc, jeux et sport, identité ou différence, et je vais essayer d'approcher ça avec une perspective historique. Alors, vous en avez déjà eu une partie d'annonce avec monsieur Mambrini, notre magicien, qui a évoqué un certain nombre de choses. Moi, je suis parti pour vous proposer ça d'une idée toute bête. Les animaux s'amusent. Alors, ça paraît étonnant de le dire comme ça, mais finalement, à partir de l'observation et des travaux des éthologues, surtout tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, on est absolument certain que les animaux s'amusent. Les animaux jouent. Alors, pas tous. C'est relativement courant chez les mammifères. C'est plus rare chez les oiseaux, mais on connaît des cas de jeu, en particulier chez les corvidés. Vous avez qu'à regarder des pies, si vous en avez dans votre jardin, vous allez voir qu'il y a un moment, elles font les folles. Hein, comme les enfants, on dit arrêtez de faire les fous. Et donc, les poissons, par contre, j'ai rien trouvé comme information pour savoir s'ils s'amusent ou s'ils ne s'amusent pas. Alors, le problème, c'est que si le jeu est fréquent chez les mammifères, comme nous sommes des mammifères nous-mêmes, ça veut dire que, très probablement, on s'amuse depuis les origines de notre humanité. Mandrini disait 7 millions d'années, bon, c'est peut-être pas aussi loin, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, nous insérant chez les mammifères, fait que pour savoir s'il y a jeu, bien, il faut trouver des éléments qui puissent attester de cette pratique. Et alors là, on tombe sur un problème d'archéologie. On ne peut attester de jeu que lorsqu'on trouve effectivement des traces, des restes matériels qui nous permettent de penser qu'il y a effectivement eu jeu. Et alors là, c'est quelque chose de très récent, c'est-à-dire que là, Homo erectus, habilis, Néandertal, etc., ça passe à la trappe. Les traces, les preuves les plus anciennes de jeu qui sont attestées remontent environ à 5500 ans à peu près. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui est à la fois relativement récent et où la question qui se pose, c'est, d'accord, y jouer, on va trouver des jeux, mais quid du sport? Parce que le problème, vous le voyez dans le libellé, c'est que pour les Jeux Olympiques, pour nous, dans la plupart des cas, en tout cas maintenant, il s'agit de sport, et que quand on est à la Coupe du Monde de rugby, ben, on a l'impression d'être ici dans un cas très particulier, très spécifique, qui est le sport, et qui ne semble plus avoir de rapport avec le jeu. Alors, en principe, si ça marche... Non. On va essayer la suivante. Oui, voilà. Alors, ben pourquoi ça... Ah, voilà. Donc, ici, j'ai repris une formule qui est un décalque d'une remarque d'Albert Camus qui disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et Frédéric Boyer, qui est un poète qui a travaillé sur la Bible et qui est présenté au musée Chagall à Nice, a renversé la formulation en disant bien nommer les choses, c'est ajouter au bonheur du monde. Donc je vais essayer de voir en quoi on peut arriver à faire le bonheur du monde en parlant juste. Le jeu, Mandrini l'a rappelé tout à l'heure, c'est un mot qui apparaît en 1080 dans la langue française, c'est l'ancêtre de la langue française, et il est dérivé du latin jocus, badinage, la plaisanterie. Il désigne une activité gratuite, exercée pour le plaisir, et dont les règles s'élaborent entre partenaires. À noter, l'anglais joke reste très proche de la racine latine, et en 1917, c'est le moment où on introduit dans les jeux de cartes le joker. Le joker, le farceur, c'est celui qui devient la carte dont le joueur détermine seul, et au moment où ça l'arrange, la valeur lorsqu'il détient cette carte. Donc on est ici dans une liberté totale, si vous voulez, qui fait apparaître
la position de la personne dans le jeu contre les autres joueurs qui ont des cartes bien identifiées et qu'ils ne peuvent jouer que selon les règles. La deuxième définition que je vous propose, c'est d'examiner le mot de sport. Ce terme apparaît en 1828 et en anglais. Il désigne une activité physique impliquant un effort, un entraînement et finalement le respect de règles strictes et à valeur universelle. Il est imprégné d'une valeur morale associée au protestantisme du monde anglo-saxon. C'est pas étonnant que le terme de sport soit né et se soit diffusé dans l'Angleterre et puis ensuite dans les pays anglo-saxons. Et Max Weber l'associe au développement du capitalisme. Alors on verra tout à l'heure, en examinant la situation du rugby, en quoi, effectivement, cette approche est quelque chose qui permet de comprendre la situation. Après ces éléments, je voudrais insister par rapport à ce que vient de dire M. Miralles. La vie, c'est le théâtre, c'est la vie. Le problème entre le jeu et la vie, c'est que, d'une part, dans le jeu, il y a la possibilité de s'abstraire des contraintes de la vie, des contraintes des lois de la nature, pour s'inventer des règles du jeu qui nous donnent un temps fantastique de liberté par rapport à la vie dont les normes sont contraintes. Et d'autre part, alors que, quand il disait dans la vie, on ne peut pas rejouer la scène. Si on l'a loupé, c'est fini. Il faut passer à autre chose, il n'y a pas de marche arrière. Dans le jeu, il y a toujours la possibilité de revenir en arrière, éventuellement de modifier les règles pour que ça soit plus jouable, que ça soit plus agréable, etc. Un des exemples que je prenais souvent avec les gamins quand j'enseignais au collège, c'est que on commence une partie de Monopoly, puis finalement ça va se terminer, il y a un gagnant, mais il pleut dehors, on n'a pas envie de sortir, qu'est-ce qu'on fait? On tire dans la caisse une nouvelle somme qu'on redistribue à tous et la partie peut continuer, peut reprendre. Donc si vous voulez, ça vous ne pouvez pas le faire effectivement dans la vie courante. Alors, face à la quantité Face à la quantité de jeux qu'on pourrait énumérer et dresser des catalogues, Roger Caillois, en 1958, dans un ouvrage Le jeu et les hommes, a finalement proposé une classification qui, jusqu'à maintenant, reste le support essentiel de la réflexion sur le jeu. Vous voyez que, selon son schéma, il y a essentiellement deux axes qui sont en rouge, et je vais prendre l'axe vertical qui va de l'aléa à l'agone. Dans l'aléa, c'est tout ce qui est lié au hasard, tout ce qui est lié à la chance, et où on va avoir quelque chose, si vous voulez, qui peut se passer dans une totale fantaisie, sans aucune règle, des gamins qui décident de courir, mais pas pour faire une course, ils courent comme ça à travers le pré, ils crient, il n'y a pas de règles formalisées sur le jeu qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Par contre, ça peut être aussi quelque chose qui introduit ici une partie de hasard, une course, mais avec des normes préalables, des règles. On part seulement au coup de starter, etc. Et il va y avoir effectivement la possibilité de dégager quelque chose qui va être un gagnant. À l'opposé de ça, il y a complètement la compétition. Elle dérive de cette espèce de jeu qui est normé, qui est réglé, et qui va, à partir de là, définir non pas des jeux qui sont des jeux non standardisés, mais à un moment donné, on va arriver par des règles à une standardisation telle qu'on va avoir un formalisme important et qui va définir le type même de l'épreuve sportive. Donc, du hasard à quelque chose de réglé et normé, on a ce premier axe qui se développe. Le deuxième que propose Caillois, c'est mimicry et Leelings. Mimicry, c'est le mimétisme, le simulacre. C'est, par définition, ce qui se passe dans le théâtre et dans les arts du spectacle, la magie, etc. Vous étiez en plein dans l'illusion.
Le problème, c'est aussi les jeux avec accessoires. Et alors ça, les enfants, avec les modèles réduits, les petites autos, la dinette, la poupée, le cheval de bois, etc., sont autant d'éléments qui sont une perception du monde des adultes et que l'on essaie de retrouver à travers les objets que pratiquent eux-mêmes les adultes dans la réalité. Alors, ça peut être aussi un élément d'éveil, mais d'enfermement. C'est-à-dire que si vous offrez que des dinettes aux petites filles et que des autos aux garçons, vous les enfermez dans un rôle, alors qu'il serait peut-être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe quand on offre des petites autos aux filles et des poupées aux garçons. Donc on a là toute cette question qui est posée du simulacre et d'à la fois ce que le simulacre permet d'exprimer et en même temps ce en quoi il verrouille les situations. À l'autre opposé, c'est non plus la recherche de quelque chose qui est une mimésis, donc une imitation de la vie vraie, mais que l'on va jouer, mais quelque chose qui va être de se plonger dans le vertige. Et donc, à partir de là, c'est tous les jeux qui sont les jeux destinés à vous faire perdre la tête, en quelque sorte, la balançoire, le manège, plonger, le faire du trapèze, escalader, etc. Bref, tous ces jeux dans lesquels c'est l'émotion, et l'émotion très intense, qui est importante pour l'ensemble du corps et la perception que l'on va avoir à ce moment-là. Et pour Caillois, il rajoute une subtilité dans cette organisation. Dans chaque catégorie, donc dans chacun des casiers hasard, chance, compétition, vertige, mimétisme, il existe un vecteur qu'il appelle paedia ludens, c'est-à-dire du jeu qui est absolument sans règle, donc imaginable à l'infini, à quelque chose qui est ludens, le jeu qui va être totalement réglé et dont on ne peut pas sortir, qui est une convention acceptée par les joueurs pour pouvoir avancer. Alors à partir de cette classification, eh bien, le problème est de savoir comment nos ancêtres ont-ils pu jouer. Les premières traces archéologiques, les premiers témoignages archéologiques que l'on trouve, ce sont des témoignages de jeux de plateau. Ils apparaissent vers 5500, moins 5500 par rapport à notre période, et on en a essentiellement deux éléments. En Mésopotamie, avec le jeu royal d'Our, qui est le premier plateau que vous voyez, découvert donc à Our, cette cité qui a disparu dans le sud de l'Irak, et ce plateau, très richement décoré, a été découvert avec un ensemble de pions qui étaient gérés par des dés. Mais on ne connaît pas le mode d'emploi de ce jeu. On n'a retrouvé nulle part ce qu'était ce jeu, à combien de joueurs il se pratiquait, quelle était sa signification. Manifestement, avec les pions qu'il y avait, il fallait se déplacer sur ce plateau, mais comment et avec quelle finalité, on n'en sait rien. Datant à peu près de la même période, le jeu de Séné en Égypte est découvert dans les tombes de la période prédynastique, c'est-à-dire environ moins de 3400 avant Jésus-Christ, donc il y a 5400 ans, on est à peu près dans la même période que pour Our et le jeu royal. Le jeu que j'ai présenté en image, c'est une pièce qui est détenue au Louvre et qui représente un jeu de Séné trouvé dans la tombe d'Amenophis III. Quelque part, il y a environ 3500, 3300, 3400 ans à peu près. On l'a découvert avec des pions, deux types de pions, et là, manifestement, un petit tiroir pour ranger les pions. C'est un jeu qui est un jeu de parcours, mais là aussi, on n'en connaît pas véritablement les règles. On en soupçonne, à partir de textes qui accompagnent dans les tombes quelques-unes de ces trouvailles, que ça pouvait avoir un sens mystique, c'est-à-dire aller vers l'au-delà, de jouer pour essayer de gagner la vie éternelle, mais on n'en est pas du tout assuré. On ne sait pas comment se jouait ce jeu. Par contre, on est sûr que ça se jouait seulement à deux personnes, deux compétiteurs. Donc voilà, si vous voulez, pour ces jeux de l'Antiquité.
Autre jeu pour lesquels on a des témoignages archéologiques extrêmement anciens. Tout à l'heure, M. Mandrini vous a parlé de Beni Hassan et des tombes de la Moyenne Égypte. On a là-dedans des fresques qui sont intéressantes et il vous expliquait qu'on voyait un tas de sable sous des gobelets que les archéologues avaient fantasmés comme des jeux de billes ou des jeux de balles avec les gobelets. En réalité, on n'en sait rien. Mais par contre, on a trouvé dans les gravures que l'on a dans les tombes de l'Égypte, on a trouvé des preuves de ces jeux de balles et de ballons. Tout simplement parce qu'on a donc, vous voyez, à Beni Hassan, on a ici la période la plus ancienne, donc moins 4 millénaires avant notre période. Et ce jeu est intéressant parce que vous voyez que les personnages qui sont en train de se lancer une balle sont portés sur le dos de gens. Et donc, comme si on avait un attelage cavalier et monture, et on peut supposer que les cavaliers devaient se déplacer pour essayer de mettre en position les chevaux. Les montures devaient se déplacer pour mettre en position le cavalier la plus favorable pour essayer de récupérer les balles. Et on a trouvé les balles dans les tombes. Ces balles étaient soit des balles de vessie, soit tout simplement des balles de tressées de papyrus et rembourrées dedans avec de la laine, avec de la paille et des choses comme ça. Donc on a ici et la trace des balles et l'évocation de quelques jeux. Si on avance pratiquement de un millénaire et demi, on arrive en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc dans la Grèce, période de la Grèce classique, et sur ce vase pyxide, on a un entraînement pour un jeu collectif de ballons. Apparemment, l'éphèbe qui est là est en train d'apprendre à maîtriser le ballon sur sa cuisse, à le faire rebondir. Donc quelque chose, si vous voulez, qui est ici l'attestation que ce jeu était pratiqué et qu'il exigeait au départ un entraînement. Donc on est déjà en train de basculer d'un jeu en Égypte apparemment totalement ludique pour rentrer dans quelque chose qui est déjà peut-être l'amorce de la préparation au sport. Et enfin, la dernière image que je vous livre, alors là, on est à 1600 ans par rapport à notre présent, on est à la fin de l'Empire romain, dans une villa, la villa Casale, qui est en Sicile, avec des mosaïques absolument magnifiques, et où on a ce jeu de balles qui représente deux femmes qui sont en train de se lancer un ballon. Là aussi, on a trouvé de nombreux ballons, aussi bien dans les tombes grecques que dans les tombes romaines de cette période impériale. On peut penser que ce jeu de ballon se livre ici en extérieur, puisque bon, j'ai amputé la mosaïque pour ne garder que les deux femmes en train de jouer, mais il y a des arbres de part et d'autre. On en distingue quelques branches que vous voyez ici. Si j'arrive à faire marcher le pointeur, non, je suis vraiment pas un bon technicien. Donc vous avez tout à fait en haut à gauche, et on devinerait la même chose symétrique à droite, qui sont des arbres. Donc un jeu qui se pratique peut-être en extérieur. Alors ce problème de la distinction de jeu dedans, dehors, peut être important pour les jeux de ballon, mais il y a des jeux qui peuvent indifféremment se jouer en intérieur ou en extérieur. Et j'ai retenu ici le jeu de cache-cache, parce qu'il est attesté dans l'Antiquité grecque comme le jeu de la fuite. Ce jeu de cache-cache, vous y avez probablement joué, et le problème est de savoir que si la maison est assez grande, vos enfants, vos petits-enfants vont essayer de jouer à cache-cache à travers les pièces. Même si à un moment donné, papy ou mamie disent non, non, pas dans les placards, hein, ça c'est interdit. Mais on peut jouer dans la maison, à condition qu'elle soit assez grande. Ou bien on peut y jouer en extérieur, si le relief, la végétation s'y prête. Et ici, on en a une représentation qui est intéressante, qui est à Herculanum, une fresque découverte, donc protégée par l'éruption
du Vésuve, et où on voit un des petits amours en train de se cacher les yeux, se fermer les yeux, pendant qu'un est déjà caché apparemment dans un placard et que l'autre est en train de s'échapper. Donc dans ce jeu qui peut être aussi bien dedans que dehors, vous en connaissez une transformation qui est importante. Le jeu de la marelle. Alors, la marelle, c'est quelque chose qui vient d'un mot du Moyen-Âge, du XIIe siècle, où le merelle, c'est le pion. Ça désigne, c'est le terme qui désigne le pion d'un jeu de plateau. Et ce jeu de plateau peut se jouer aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Si vous allez en Syrie, c'est pas le moment, mais si vous y êtes allé au Krak des Chevaliers, vous avez quelque part dans l'entrée, au niveau des fortifications, des gravures de jeux de marelle, de mérelle, qui sont composées pour les plus simples. C'est un carré avec ses diagonales et ses médianes. Donc ça définit un certain nombre de points. Vous avez droit à placer 3 pions et le gagnant, c'est celui qui en arrive 3. Le fameux jeu du morpion auquel vous avez peut-être joué quand vous étiez à l'école ou au collège. Et donc ce jeu de Mérel, qui est un jeu de plateau au départ, va devenir un jeu d'extérieur qui redevient un jeu de plateau, mais de plateau dessiné à l'extérieur, et où vous allez parcourir un certain nombre d'étapes à cloche-pied, après avoir, hasard ou manque de précision, jeté un petit caillou pour définir la place que vous devez atteindre avant d'avoir fait la totalité du parcours. Donc voilà, si vous voulez, dans ces jeux où la distinction dedans-dehors se révèle relativement peu opérante dans ce qu'on en trouve. Alors, ensuite, j'ai retenu essentiellement, après ces étapes de la très haute antiquité jusqu'à la période médiévale, au début de la période médiévale, 3 innovations qui vont marquer entre la fin de l'Empire romain et la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, il y a beaucoup de jeux qui apparaissent à ce moment-là. J'en ai retenu 3, parce que ce sont des jeux qui vont être appelés à un devenir important. Le jeu de cartes. Alors, M. Mandrini vous en a parlé tout à l'heure en vous présentant un certain nombre de jeux. Donc, l'origine du jeu semble être la Chine, et la Chine du 6e, 7e siècle. On pense que c'est sous la dynastie Tang, donc 6e, 7e siècle de notre ère, que les premiers jeux de cartes ont été mis en place. Mais ils étaient dessinés à la main, c'était donc très long, sur des supports qui n'étaient pas toujours très costauds, et ces jeux de cartes étaient surtout pratiqués par des figures sur les tuiles. C'est pour ça qu'au départ, en Chine, on appelait ça les tuiles. Hein, les cartes, c'était les tuiles. Et puis, ces jeux de cartes vont arriver en Occident à partir du XIe siècle, XIIe siècle. Ils vont transiter par l'intermédiaire de l'Empire abbasside, et on voit ici sur cette miniature du manuscrit qui est considérée comme la première représentation de joueurs de cartes. Donc ici, un jeu qui oppose 4 personnes, avec, on remarque, le roi. On voit au milieu de la table des petites pièces. Vraisemblablement, ce jeu de cartes était un jeu de cartes intéressé avec un enjeu monétaire au niveau de la pratique du jeu qui était fait. Et donc, là-dedans, ce qui va donner une expansion considérable aux cartes, c'est d'abord une nouvelle méthode de gravure, la gravure sur bois, parce que la matrice d'estampage devient à partir de là relativement peu coûteuse à fabriquer et on peut commencer à imprimer des cartes. Mais la véritable explosion des jeux de cartes, c'est bien entendu avec l'invention de l'imprimerie et à partir du XVe siècle, si vous voulez, les cartes qui pouvaient être jusque-là des objets de grand luxe vont devenir des objets de diffusion relativement généralisés. Alors, on s'en rend compte sur ce jeu de cartes, d'abord en notant sa forme, qui est originale,
avec quelque chose qui est en ellipse, des cartes de 7 sur 14, donc des cartes assez grandes. Et vous voyez qu'ici, les couleurs ne sont pas les couleurs traditionnelles, parce que les couleurs que l'on connaît, cœur, carreau, pique, trèfle, sont formalisées en France pratiquement à la fin du XVe siècle, et en tout cas, de façon certaine, au début du XVIe siècle. Mais, par exemple, en Italie ou en Espagne, on a une autre façon de nommer les cartes. Et ici, en particulier, vous voyez que les symboles qui sont utilisés sont pour désigner ce qu'on appelle les couleurs, mais qui sont ici non pas des couleurs, mais des symboles, des colliers de chiens, des longes de chevaux, des nœuds et des corps de chasse. Donc quelque chose, si vous voulez, qui fait que dans ces cartes, il y a les figures habillées, dont le vêtement est généralement quelque chose qui suit la mode de cour, la mode royale, la mode seigneuriale, et d'autre part ici, des figures qui sont des figures debout et des figures anciennes. Ce jeu est particulièrement rare, puisque dessiné à la plume et à l'encre, il est finalement avec des applications d'or et d'argent. Donc c'est un jeu vraisemblablement d'une personne très riche, de très haut rang, dans les Pays-Bas en 1470. Alors comment ces jeux de cartes vont-ils se développer? À partir de ce que l'on a pour les jeux classiques, 32 cartes, 54 cartes, et puis un jeu bien particulier qui est le jeu de tarot. Dans le jeu de tarot, il y a une figure supplémentaire qui est le cavalier qui vient s'insérer entre la dame et le valet. Et d'autre part, on a une cinquième couleur qui est la couleur dite des atouts, avec une dernière carte particulière qui est l'excuse, qui est l'ancêtre finalement du joker, puisque l'excuse va permettre dans le jeu de la carte de remplacer, de se substituer à quelque chose que les règles vous imposeraient de fournir à vos partenaires. Il va y avoir une dérive de ce jeu de tarot qui s'amorce dès le XVIIe siècle, mais qui surtout prend de l'ampleur au XVIIIe siècle. On va lui accorder une valeur divinatoire. Et ça va devenir le jeu de cartes le plus utilisé comme élément de référence chez les voyants et les voyantes. Donc quelque chose, si vous voulez, qui est une évolution très particulière de cette catégorie de cartes qui, du coup, un jeu de tarot comporte 78 cartes. Deuxième jeu appelé à connaître un grand succès, c'est le jeu d'échecs. Alors ce jeu d'échecs, là aussi, il arrive, son origine est probablement soit en Inde, soit en Chine, plutôt en Inde à l'heure actuelle, l'opinion dominante est celle-là, et qui va se diffuser, exactement comme les cartes, de l'Est vers l'Ouest, en direction de l'ensemble de l'Europe. Et ici, c'est au cours de l'Empire abbasside que les échecs vont se développer en Occident. Et donc, ici, la première figuration de joueurs d'échecs, c'est dans le livre des jeux, donc un manuscrit qui est conservé à l'Escorial, à Madrid. Ce qui est intéressant dans cette gravure, c'est de voir qu'on est sous une tente avec une inscription en arabe sur le sommet de la tente, et que dans l'enceinte sous la tente, le jeu d'échecs est présenté avec un joueur apparemment européen, un joueur arabe, et vous voyez que derrière la main du joueur, ici, il est en train de désigner un sablier, ce qui semble indiquer dès ce moment-là que le temps pour définir le coup à jouer par l'adversaire est délimité dans le temps. Autre élément qui atteste de la présence de ce jeu d'échecs, c'est le pion qui est dit de la collection de l'échiquier de Charlemagne. En fait, Charlemagne, c'est le IXe siècle, alors que ces pions sont datés du XIIe siècle, sans état d'âme. Et ici,
vous avez quelque chose qui témoigne de l'origine orientale et vraisemblablement indienne, qui est cet éléphant avec les gens installés sur le dessus, et qui est l'ancêtre de la tour, hein, c'est l'ancêtre de la pièce qui va devenir la tour. Donc voilà, si vous voulez, pour ce jeu d'échecs, mais il a été assez long à se mettre en place dans la forme qu'on lui connaît. Au début, on a des attestations de jeux d'échecs qui se pratiquent avec des dés, et où il n'y a pas de déplacement réglementé associé à une pièce. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que finalement le jeu d'échecs tel que nous le connaissons, disparition des dés, déplacement normé des différentes figures, se met en place. Alors ici, pour l'anecdote, vous savez que théoriquement ça se passe en Inde, le souverain demande un jeu pour être amusé, et finalement le sage invente le jeu d'échecs. Le roi est tellement enthousiasmé qu'il dit « Je vais te récompenser, qu'est-ce que tu veux ?» Et le sage commence en disant « Vous allez mettre et me donner un grain de blé sur la première case, puis 2 sur la deuxième, puis 4, etc., en doublant à chaque fois les cases. » Le roi se dit « Je m'en tire à bon compte », il accepte. Sauf que quand on fait le calcul de ce que ça représente, au bout du compte, lorsque toutes les 64 cases du tableau sont remplies, il faut disposer d'un total de 1 850 000 milliards de grains. Vous avez bien entendu, hein, 1,8 et puis 20 zéros derrière pour avoir la quantité de grains. Donc, même si vous prenez 10 grains au gramme, bon, c'est une approximation, si vous voulez, pour le blé, au rythme de la production mondiale de blé de l'année 2022, 775 millions de tonnes, pour arriver à remplir le plateau d'échecs, il faut y passer, au rythme de la production de 2022, 2,5 millions d'années de production. À l'époque, le blé n'est pas cultivé. La culture du blé date de 10 000 ans à peu près dans le haut plateau de Turquie. Donc voilà, si vous voulez, je vous laisse finir et conclure cet épisode. Que pensez-vous qu'il advint du sage lorsque le roi réalise que ce jeu était impayable? Vous avez le choix de la fin, ça fait partie du jeu. Donc quelque chose, si vous voulez, qui est quelque chose d'important dans l'innovation. Les cartes, les échecs. Une troisième catégorie qui est la loterie. Alors les loteries, elles sont probablement aussi anciennes que les jeux, que les paris de l'Antiquité, mais il faut en avoir des traces. Et là, on n'en a pas. Donc les premières traces de loterie dont on dispose, qu'on peut attester, et par des textes et par des pratiques, c'est quelque part dans l'Italie de la Renaissance, c'est-à-dire à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et la loterie va apparaître en France avec Catherine de Médicis. Elle amène sa cour à la cour parisienne. Les loteries ont un succès considérable, au point que François Ier, pas stupide, se dit « il y a là une bonne affaire pour récupérer du pognon ». Et il établit un édit qui indique que la loterie sera un monopole royal d'émission. Sauf que personne ne va y jouer à sa loterie jusqu'au XVIIIe siècle. On arrive, donc il n'y a jamais de tirage de fait parce qu'il n'y a jamais eu suffisamment de parieurs pour que l'affaire soit entendue et rentable. En conséquence, c'est seulement au XVIIIe siècle qu'avec Casanova qui s'en vante dans ses mémoires, qu'apparemment Louis XV voit là une opportunité intéressante pour renflouer les finances de la monarchie. Donc il établit une loterie royale où là elle est tirée et ça devient très vite une opération tout à fait rentable. Au point que la Révolution française, sous la Première République, va essayer d'utiliser une loterie pour essayer de maintenir à flot les finances
de la République qui sont un peu amochés par le déclassement des biens nationaux, des assignats et la perte de valeur des assignats. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, qui va fonctionner. Et puis, à partir de l'Empire de Napoléon Ier, les loteries disparaissent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il peut y avoir des loteries privées, il peut y avoir des loteries populaires, les lotos par exemple dans les campagnes, mais on n'en a pas de manifestation particulière à l'échelle nationale. Il faudra attendre 1933 pour qu'on voit établir la loterie nationale dont la finalité est d'assurer le renflouement des dettes de guerre de la France, payer, rembourser les constructions des destructions et assurer la survie ou le traitement, la prise en charge des gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Cette loterie nationale va devenir en 1976 la Française des Jeux et qui elle-même, à partir de 2019, est privatisée. Règles de la concurrence libre et non faussée imposées par l'Union européenne, l'État doit se désengager de la loterie, de la Française des Jeux. Il en garde 19%, il est quand même actionnaire. Mais c'est essentiellement désormais des intérêts privés qui gèrent la Française des Jeux et qui est de toute façon concurrencée par les Jeux de Paris qui se sont développés en ligne sur Internet. Enfin, donc voilà les trois grandes nouveautés. Mais je voudrais retenir aussi deux autres jeux qui sont des jeux qui vont avoir un succès. Ah, je suis allé trop vite, pardon. Des jeux qui vont avoir un succès par une transformation, un effet de transformation. Le jeu de la crosse. Alors le jeu de la crosse, il est connu pratiquement dès le XIe siècle, il est attesté, et j'ai pris ici trois miniatures que l'on peut trouver parce qu'on y voit des pratiques différentes. Dans la première gravure, tout en haut, vous voyez que les crosses ont l'allure de battes et qu'il s'agit de taper dans un ballon avec ces battes. Dans la deuxième, les crosses sont recourbées, on se dispute un ballon au sol, et dans la troisième, on a des crosses recourbées et où apparemment le joueur ici est occupé à essayer de viser le petit trou. Vous y reconnaissez à travers tout ça toutes les formes de hockey sur gazon, sur glace, le polo qui se pratique avec le cheval, le golf qui est en train d'apparaître là-dedans. Donc ces jeux de crosse vont disparaître en tant que jeux traditionnels et émerger comme sport avec des règles qui les norment, qui définissent la taille de la crosse, est-ce qu'on a affaire à une balle, à un palet, etc., comment on le joue. L'autre jeu qui va connaître aussi un grand destin, c'est le jeu de paume. Le jeu de paume, tout simplement parce que ça se joue avec la paume de la main. Vous le voyez, les joueurs, ils ont simplement un gant et ils se lancent une balle avec la main. Bien entendu, c'est un jeu de vilains, de paysans. Donc, quand ma mère disait avec mon frère, quand on se bagarrait, arrêtez ces jeux de vilains, nous, on pensait qu'on était vilains. Non, non, pas du tout. J'ai découvert en faisant mes études d'histoire que les vilains, c'était les paysans. Vous allez voir à quoi ça sert. Et donc, dans l'aristocratie, même si ici on est sur une catégorie de population qui joue relativement élevée, on va utiliser la raquette. Et avec tous ces succès d'année, par exemple la chistera dans la pelote basque, donc des jeux qui vont là aussi, à travers l'instrumentation, vont donner le tennis, bien entendu, le badminton, vont donner les jeux de chistera, de pelote basque, etc. Donc des tas de jeux qui sont eux aussi devenus des sports. Voilà donc, si vous voulez, pour ces éléments. Alors, je voudrais maintenant aborder un autre problème qui est celui de la compétition mondiale de rugby, la Coupe du monde de rugby, que l'on héberge à l'heure actuelle. Alors, vous avez vu qu'en cocasserie ou en coquetterie, vous choisissez le terme qui vous plaît, j'ai précisé que j'étais historien et joueur. Parce que j'ai joué au rugby quand j'étais petit. Et donc, dans le sud-ouest, il y avait essentiellement une grande période
des années où c'était Agen, Dax, où c'était Béziers qui étaient les vedettes de l'ensemble, et où le jeu de rugby que j'ai pratiqué, donc quand j'avais une quinzaine d'années, 14-15 ans, j'ai commencé, et que j'ai continué jusque dans le début de mes études supérieures. Bon, c'était un jeu qui se pratiquait avec la possibilité d'intégrer des gens aux capacités tout à fait différentes. Le petit gros, on en faisait un talonneur. Les grands gros costauds, on en faisait des piliers. Les fins qui cavalaient vite, on en faisait des ailiers. Celui qui avait un bon coup de godasse et qui courait assez vite, on le mettait en arrière. Bref, c'était un jeu qui était extrêmement intégrateur. Et évidemment, c'est quelque chose qui s'est progressivement transformé avec des joueurs de plus en plus entraînés, de plus en plus compétents, et évidemment, à un moment donné, ce qui était à l'origine la distinction entre le rugby, dit rugby à 15, et le rugby à 13, que les rugbyman n'ont jamais accepté comme qualification et ont obligé la Fédération française à s'appeler Fédération de jeu à 13, qui était le jeu des professionnels. Les gens étaient payés au jeu à 13. À 15, non, on était de splendides amateurs pour jouer donc à ce jeu de voyous, mais pratiqué par des gentlemen, hein, selon la définition du rugby. Alors, ce rugby, il trouve comme ancêtre le jeu de Soule, qui est un jeu de paysans et qu'on connaît par des textes qui sont relativement précoces, si vous voulez, puisque le jeu de Soule est mentionné par Adam de la Halle au XIIIe siècle. Alors Adam de la Halle, c'est intéressant, c'est un poète et qui est aussi un compositeur de musique, mais il est aussi l'auteur de 2 pièces de théâtre, les 2 premières pièces de théâtre françaises profanes. Écoutez bien le titre, Le jeu de la Feuillée et Le jeu de Robin et Marion. On voit bien que dès le départ, le théâtre est associé à cette idée de jeu dans cette production de pièces. Alors, cette soule, elle se pratique au sein des villages dans un espace ouvert. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas un terrain particulier, et elle oppose 2 équipes. Là aussi, pas de normes dans la quantité, mais par contre, des équipes qui ont des charges symboliques. En particulier, on va avoir par exemple les hommes d'un village contre les hommes d'un autre village, les hommes mariés avec les célibataires au sein d'un même village, une compétition entre les gens qui sont d'une telle corporation face à une autre corporation, bref, un jeu, si vous voulez, qui se pratique avec comme objectif de s'emparer d'un ballon, qui peut être un ballon léger, une vessie de porc, une balle de chiffon, etc., voire une bille de bois. Et une fois qu'on s'en est emparé, il faut aller la déposer à un lieu prédéterminé à l'avance, le porche de l'église, un poteau particulier, etc. Et évidemment, on voit que c'est une source de violence assez rapidement, parce que théoriquement, on n'a pas le droit d'agresser ou de toucher un joueur qui n'est pas porteur du ballon ou qui n'est pas en train de disputer le ballon. Alors j'ai choisi cette gravure, d'abord parce qu'on n'en trouve pas beaucoup, mais vous voyez que au premier plan, ici, tout à fait à l'extrémité à droite, vous avez 2 gens qui sont en train de s'étrangler, des gens qui sont en train d'échanger des coups de poing. Le groupe au centre se dispute bien le ballon. Donc ceux-là, ils ont le droit de s'accrocher, de se disputer. Mais vous voyez qu'en arrière, ne regardant pas les ballons, il y a un gars qui est en train de se prendre un point dans la figure qu'il ne va pas apprécier. Alors, dès que le jeu de Soule se développe, toutes ces agressions extra-jeu du ballon vont entraîner des revendications de vengeance, des véritables vendettas entre les villages, qui fait que le régime royal va s'efforcer d'interdire le jeu de Soule. On compte plus de 33 édits avant la Révolution française interdisant le jeu de Soule par les violences qui... les édits sont publiés et puis ça s'envole et on continue à jouer à la Soule. Jusqu'au XIXe siècle, donc,
où cette gravure en donne la trace, en donne la visibilité. Alors le problème, c'est comment on passe de la soule à un sport qui va être le rugby et le football. Parce que on va avoir deux dérives qui vont se faire, l'une avec un jeu au pied et un ballon léger, et l'autre un jeu à la main ou au pied, avec un ballon, mais qui est un ballon ovale et plus un ballon rond. Alors comment se passe cet élément? Eh bien là, et c'est pour ça que le terme de sport est véritablement associé au monde anglo-saxon, à la Grande-Bretagne, en 1828, Thomas Arnold, qui est un pasteur, prend la direction du collège de rugby. Tiens, ça vous dit quelque chose. Sa ferveur religieuse l'amène à considérer que la pratique d'un jeu sportif et la compétition que l'on instaure ainsi dans le système éducatif est quelque chose qui va réaliser un modèle permettant l'ascèse et qui, d'un autre côté, va exiger un certain nombre d'éléments du joueur. D'une part, la possibilité de développer le dépassement de soi dans le contrôle. D'un autre côté, le respect d'autrui, interdit d'agresser les joueurs. D'autre part, la solidarité, c'est un jeu d'équipe. L'émulation méritocratique, avec la formule que le meilleur gagne. Et finalement, tout ce sport tel qu'il va être normé, il va mettre à peu près 40 ans à connaître sa formulation définitive, est quelque chose, si vous voulez, qui s'inscrit dans la volonté de transférer des vertus morales et d'autre part hiérarchiques, que le meilleur gagne. Donc on est dans quelque chose qui, au bout d'une quarantaine d'années, va se traduire en 1863 par la formation de Football Association et qui se joue avec un ballon rond et jeu au pied uniquement, et la Rugby Football Union 1871 avec un ballon ovale, c'est plus facile à attraper et à maintenir pour jouer à la main qu'un ballon rond, mais on peut aussi le jouer au pied. À partir de là, les deux sports sont bien identifiés. Et ces sports vont se généraliser à d'autres jeux qui vont connaître des formalisations et qui sont menés à des fins de compétition. Un groupe d'enfants qui jouent sur n'importe quel terrain, la cour d'un immeuble, etc., à courir après une balle et à taper vers des buts qu'ils ont dessinés avec deux chemises posées, deux cartables dans un coin, c'est pas un sport, c'est un jeu. Mais quand vous avez 22 bonhommes en short et crampons qui courent derrière un ballon rond sur un terrain officiel, en suivant des règles définies internationalement, alors là, ça devient un sport. Et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, se pose la question, oui, mais d'accord, mais la méritocratie, si jamais on met des très forts en face de très faibles, où est la méritocratie? On est dans quelque chose, si vous voulez, qui va écraser la glorieuse incertitude du sport. Donc le rôle des fédérations va être essentiellement d'organiser des classes de compétiteurs, depuis les amateurs les plus simples jusqu'aux joueurs les plus performants et qui, pour atteindre ce niveau de performance, ont besoin d'un entraînement permanent, d'une sélection impitoyable, etc., et qui va leur permettre, à partir de là, de créer la différence avec les autres qui ne peuvent pas s'entraîner autant, qui n'ont pas le suivi, etc. Donc, quelque chose qui fait que, au milieu, à partir du milieu du XXe siècle, le mythe du sport pratiqué gratuitement pour la beauté du geste va avoir tendance à disparaître et on commence à voir des effets de professionnalisation qui sont importants. À partir de la fin du XXe siècle, 1898, Larry Bosman, sur le nombre de joueurs étrangers qu'il peut y avoir dans une équipe et qui organise le libre espace de Schengen, de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de cet espace. Donc pour le sport, c'est la même chose. Et du coup, à travers la professionnalisation, c'est bien entendu les salaires quelquefois mirobolants que peuvent toucher
les élites de ce sport, avec pour la fédération comme alibi de la gestion de cette manne d'en redistribuer des miettes éventuellement aux clubs les moins dotés, de faire des péréquations, etc. Donc on assiste du coup à une transformation du sport en quelque chose qui est devenu un spectacle joué par des personnages, par des acteurs, des joueurs, et qui sont de véritables mercenaires. Celui qui est capable de mettre la somme la plus forte sur le tapis achète tel ou tel joueur. L'Arabie Saoudite, par exemple, venant de s'offrir 2 joueurs venus de France pour son équipe qu'elle entend monter dans le futur, donc comme élément de soft power. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce développement qui se produit et qui marque, du coup, l'achèvement du triomphe du capitalisme sur la planète, puisque l'essentiel des jeux qui sont pratiqués, des sports, pardon, qui sont pratiqués, sont d'anciens jeux essentiellement européens, codifiés en Europe et généralisés principalement par la colonisation, puis par le soft power du capitalisme sur l'ensemble de la planète. Alors voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur l'origine du rugby. Et en guise de conclusion, je voulais aussi insister sur quelque chose qui est le caractère nouveau du XXIe siècle. L'allongement de l'espérance de vie, la diminution du temps de travail, les progrès de la parité homme-femme ouvrent de nouvelles perspectives de développement des jeux et des sports. Donc, bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Dans le tiers-monde, dans les pays africains que j'ai pu visiter, les gamins, ils ne jouent pas au foot, ils ne jouent pas à quelque chose. Ils sont en train de porter du bois, de porter de l'eau, de porter le petit frère, éventuellement, pour les filles, etc. Donc, quelque chose qui est à prendre avec tout le décalage qui existe à l'heure actuelle sur la planète. Mais c'est une tendance qui est importante. Le football féminin, par exemple aux États-Unis, a obtenu une reconnaissance en termes de salaire à pratiquement la parité avec les hommes. Pour le rugby, on en est encore loin, mais le rugby féminin existe. Donc, si vous voulez, quelque chose qui est systématique. Mais des jeux de loisirs, et des jeux de loisirs d'un espace extra-européen, peuvent accéder au statut de sport. Et je voudrais vous montrer ici le surf, que les Américains vont découvrir en arrivant à Hawaï à partir du milieu du XIXe siècle, et quand ils vont avoir occupé l'archipel à partir de la fin du XIXe siècle, ils vont s'enthousiasmer pour cette pratique qui était une pratique toute bête d'amusement que pratiquaient, donc un jeu que pratiquaient les Iliens sur les vagues, à chevaucher ces vagues. Ce jeu va finalement se trouver développé massivement après 1945, donner naissance en 1964 à une fédération de surf qui va normaliser les types de planches à utiliser, le type de lancement que l'on va pouvoir faire pour partir sur une vague, etc. Et qui fait qu'elle a été reconnue et intégrée comme sport olympique à partir de 1996. Les premières compétitions de surf ont eu lieu en 2020 aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, première compétition. Donc, on est dans quelque chose, si vous voulez, ici, qui est cette reconnaissance, cette validation. Alors, ce n'est pas le seul sport originel. On peut dire que le polo est effectivement quelque chose qui est repris de l'ancien empire des Indes, développé ensuite par les officiers de l'armée britannique dans l'Empire indien et qui va devenir le sport que vous connaissez aujourd'hui. Donc, quelques sports du tiers-monde vont apparaître, quelques jeux du tiers-monde vont accéder quand même au statut de sport. Et ici, il faut noter la préoccupation de l'UNESCO qui, en 2003, a décidé de développer la reconnaissance des jeux sportifs traditionnels de façon à les classer dans ce qu'est le patrimoine mondial immatériel, donc en enregistrant un certain nombre de jeux traditionnels.
Et puis surtout, deuxième volet de ma conclusion, c'est l'émergence des jeux modernes de toute catégorie, développés principalement en liaison avec le développement d'Internet, qui fait que les joueurs sont assidus à un écran, mais peuvent être en partie ouvertes avec une partie de gens dispersés sur toute la planète. Au rythme actuel de la croissance des jeux, alors, jeux modernes qui bien souvent reprennent des jeux qui sont des jeux de plateau, qui sont des jeux bien connus par ailleurs, des jeux de déguisement ou autres, il en sort chaque année plusieurs milliers. Vous entendez bien, chaque année, plusieurs milliers de jeux qui se diffusent, soit sous la forme de jeux physiques, papier, carton, etc., soit sous la forme immatérielle d'Internet. Et on peut dire qu'il y en a, à ce moment-là, pour tous les goûts. Quoique, et ça sera la conclusion de ma conclusion, par la mondialisation, ce sont surtout les standards les plus universellement rentables qui finissent par s'imposer. Et on rejoint à peu près tout à l'heure la remarque faite par M. Miralles sur les séries, où ce qui est effectivement quelque chose de plus diffusé, c'est ce qui est le plus universellement accepté et reconnu. Donc ce n'est pas quelque chose qui va susciter spécialement des émotions, mais recevoir le plus de consensus possible. Je n'ai pas le temps de vous faire un petit jeu. Je vous suggère de le faire par vous-même. J'avais l'intention de vous soumettre cette gravure de Bruegel l'Ancien. Le tableau s'appelle « Jeu d'enfant ». Donc l'objectif, c'était de vous proposer de regarder là-dedans si vous pouviez identifier des jeux, combien vous pouviez identifier. Vous avez la solution qui est donnée en haut. Il y a 137 garçons et 93 filles qui jouent et il y a 83 jeux différents. Vous pouvez trouver cette image sur Internet, évidemment, sur le site du musée de Vienne, des Beaux-Arts de Vienne, et vous pouvez vous amuser à faire jouer vos amis, vos enfants, vos partenaires à cette espèce de jeu. C'est fini. Merci beaucoup.